Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent sifflait entre les pierres tombales, emportant avec lui l'écho des pleurs étouffés. La famille et les amis étaient rassemblés autour du cercueil, la pluie fine commençant à mouiller leurs vêtements sombres. Le père de la défunte, la mâchoire crispée, fixait le visage immobile de sa fille, comme s'il refusait de croire qu'elle ne bougerait plus jamais. Soudain, un fracas brisa le silence. Un sans-abri, couvert de haillons trempés par la pluie, surgit du fond du cimetière. Ses yeux étaient rouges, brûlant d'une colère et d'une urgence inexplicables. Sa voix, rauque et déchirante, traversa le brouillard. Le meurtrier est ici. Un souffle glacé parcourut l'assemblée. Les murmures se transformèrent en cris d'horreur. Tous tournèrent la tête, cherchant autour de l'inconnu accusé, tandis que le père de la défunte sentit son cœur se serrer, oscillant entre la douleur et la rage. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, comme si la vérité, jusque-là silencieuse, s'apprêtait à éclater au grand jour. Le sans-abri pointa un doigt tremblant vers un homme immobile à quelques pas du cercueil. Le visage de ce dernier pâlit sous l'intensité du regard de la foule. Le cimetière semblait retenir son souffle, suspendu entre le chagrin et l'incrédulité. « Vous êtes sûr ?» murmura le père, la voix étranglée par la colère et le chagrin. « Oui, je l'ai vu, tout. » répondit l'homme, les larmes mêlées à la pluie. Et à cet instant précis, chaque personne présente comprit que cette journée de deuil venait de basculer dans l'horreur et le suspense. Le père de la défunte, Jean-Marc, resta figé quelques secondes, incapable de détacher son regard du sans-abri. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans ses tempes comme un tambour de guerre. Ses mains crispées sur le cercueil semblaient vouloir s'y accrocher pour ne pas céder à la panique. Autour de lui, les invités murmuraient, certains choqués, d'autres incrédules. La pluie continuait de tomber, transformant les allées du cimetière en ruisseaux boueux, et chacun ressentait comme un frisson parcourant l'assemblée. « Qui êtes-vous » demanda Jean-Marc, la voix tremblante mais tranchante, s'avançant vers l'homme en haillons. Le sans-abri soutint son regard, sa voix brisée mais ferme. « Je sais qui l'a fait. Il est là. Il se cache, mais je l'ai vu. » Tous les yeux se tournèrent vers un homme immobile près du cercueil, un masque de calme apparent sur le visage. Mais dans ses yeux, Jean-Marc crut lire une lueur de panique, subtile mais indéniable. Jean-Marc sentit une rage sourde monter en lui. Chaque fibre de son corps criait justice pour sa fille, et pour un instant, il ne voyait plus personne autour, seulement la silhouette de l'homme qui, selon le mendiant, avait brisé sa vie. « Vous mentez !» cria l'homme pointé du doigt, tentant de masquer sa nervosité. « Ce n'est pas moi !» Le silence retomba, encore plus pesant que la pluie battante. Les invités, figés, retenaient leur souffle. Le sans-abri, tremblant de froid et de colère, s'avança de quelques pas. « Je l'ai vu. Je sais ce qu'il a fait. Il ne s'en tirera pas. » Jean-Marc s'approcha lentement, ses yeux flamboyants de douleur et de détermination. Son poing se serra, prêt à frapper, mais il s'arrêta juste devant l'homme, laissant ses mots sortir avec une froideur glaciale. Alors il est temps de parler. Maintenant. Un frisson parcourut l'assemblée. Tout le monde savait que ce moment, qui aurait dû être un adieu silencieux, venait de se transformer en confrontation explosive. Et Jean-Marc, pour la première fois depuis l'enterrement, sentit que la vérité allait enfin éclater au grand jour. L'homme pointé du doigt resta immobile, les traits tirés, les mains légèrement tremblantes. Jean-Marc sentit chaque seconde s'étirer comme une éternité. La pluie ruisselait sur leurs visages, mais personne ne semblait la remarquer. L'assemblée autour retenait son souffle, certains s'écartant légèrement, conscients que la situation venait de basculer au-delà de tout contrôle. « Très bien, » dit l'homme d'une voix faible mais tentant de se faire ferme. « Si vous voulez savoir, vous saurez. Mais, vous n'êtes pas prêt pour la vérité. » Jean-Marc s'avança d'un pas, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Je suis prêt. Je veux savoir qui a tué ma fille. Maintenant. » Un silence oppressant tomba sur le cimetière. Même le vent semblait s'être tu. L'homme baissa les yeux un instant, puis les releva,
découvrant un visage crispé par la peur et la honte. C'était un accident, murmura-t-il, la voix brisée. Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Jean-Marc sentit une colère sourde monter dans sa poitrine. Chaque mot semblait creuser un fossé entre eux, chaque souffle de l'homme accentuant la douleur de sa perte. Un accident ? cracha-t-il. Ma fille est morte. Un accident ? Vous appelez ça un accident ? Le sans-abri s'approcha, tremblant mais déterminé, et posa une main sur l'épaule de Jean-Marc. Il ment, il ne vous dit pas tout. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a poussé les choses trop loin. Les yeux de Jean-Marc se durcirent. Il sentit un frisson parcourir son dos. La vérité était plus terrible que tout ce qu'il avait imaginé. L'homme à genoux devant lui détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de ce moment. Qui d'autre ? demanda Jean-Marc d'une voix glaciale, comme si chaque mot était un coup près. L'homme hésita, cherchant ses mots. L'assemblée se rapprocha, hypnotisée par le drame qui se déroulait devant eux. Enfin, il murmura, presque à lui-même. Vous ne croirez jamais. Jean-Marc serra les poings. Le ton du cercueil et de la pluie s'effaçait devant l'ampleur de cette révélation. Tout le monde comprit alors que ce n'était pas un simple accident, mais le début d'un cauchemar bien plus vaste, et que la mort de sa fille n'était que la première pièce d'un puzzle macabre. Le vent d'octobre fouettait le cimetière, emportant avec lui les feuilles mortes qui tourbillonnaient dans une danse silencieuse et macabre. Les nuages, lourds et bas, étendaient une ombre oppressante sur les rangées de tombes. Le silence, presque sacré, était seulement troublé par le froissement des tissus noirs et les murmures étouffés des invités. John Carter, le père de la défunte, se tenait droit, les mains crispées sur le cercueil recouvert d'un drap blanc. Son visage, marqué par la douleur et la fatigue, reflétait une détresse que rien ne pouvait apaiser. À côté de lui, quelques amis et membres de la famille échangeaient des regards penauds, incapables de trouver les mots justes pour consoler un homme qui venait de perdre sa fille unique, Émilie, âgée de 22 ans. Le curé, une voix tremblante mais ferme, récitait les prières, appelant au réconfort et à la sérénité. Mais le moment était fragile, comme une bougie prête à s'éteindre sous un souffle trop violent. Soudain, un éclat de voix rauque traversa le silence. Le meurtrier est ici. Tous se figèrent. Les visages se tournèrent instinctivement vers l'origine du cri. Là, au bord de la pelouse, se tenait un homme au visage émacié et aux vêtements en lambeaux, les cheveux en bataille, les mains tendues comme pour saisir une vérité que personne ne voulait entendre. Il avançait lentement, mais avec une détermination qui glaçait le sang. Je l'ai vu. Je sais ce qu'il a fait. Et il est parmi vous, continua-t-il, sa voix tremblante mais terriblement insistante. Un frisson parcourut les invités. Les murmures se transformèrent en chuchotements anxieux. Certains reculaient, d'autres se rapprochaient pour observer ce témoin improbable. L'homme, Samuel Green, avait l'air d'un vagabond ordinaire, mais dans ses yeux brûlait une intensité troublante, une connaissance que personne ne pouvait ignorer. John sentit son cœur s'arrêter un instant. La colère, la peur, le désespoir et l'incrédulité se mêlaient dans une tempête intérieure. Ses yeux parcoururent la foule, scrutant chaque visage, cherchant un indice, un signe, un mouvement suspect. Était-ce quelqu'un qu'il connaissait ? Un ami ? Un parent ? Ou quelqu'un d'extérieur qui avait osé pénétrer dans ce cercle de deuil ? Le sans-abri fit un pas de plus, titubant mais droit dans ses convictions. Je ne mens pas. Celui qui a pris Émilie n'est pas loin, il devra payer. Un silence de plomb suivit. Les oiseaux s'étaient tus. Même le vent semblait retenir son souffle. La tension était palpable, presque insoutenable. Les invités échangèrent des regards effarés, certains cherchant à protéger John, d'autres s'efforçant de comprendre ce qui venait de se produire. John sentit ses mains trembler. Il serra les poings, prêt à hurler, à réclamer la vérité, à confronter le monde entier si nécessaire. Sa fille, sa précieuse Émilie, avait été arrachée à lui dans des circonstances horribles. Et maintenant, au milieu de ce deuil, quelqu'un venait de lui dire que le coupable était ici, parmi eux. Le curé, impuissant, baissa la tête. L'air était chargé d'une énergie électrique. La pluie menaçait,
les nuages noirs s'amoncelant encore plus lourdement. Tout semblait converger vers un moment de rupture, un instant où le chagrin et la colère allaient exploser, où le deuil allait se transformer en quête de vérité, et où chaque regard se ferait accusation silencieuse. Samuel Green, le sans-abri, fixa John avec une intensité inhumaine. « Ne me croyez pas sur parole, mais regardez autour de vous. Le meurtrier est là. Et il vous regarde, en ce moment même. » Les yeux de John s'embuèrent de larmes. Son souffle se fit court. Une seule pensée traversait son esprit, il devait savoir, il devait découvrir qui avait volé sa fille. Et il allait commencer ce voyage de vérité, même si cela signifiait plonger dans l'ombre la plus noire de l'âme humaine. Le cimetière était devenu un champ de regards inquiets et de chuchotements. Le corps d'Emily reposait toujours dans son cercueil, mais personne n'y prêtait plus attention. Chaque visage présent semblait soudain suspect aux yeux de tous. Les murmures s'étaient transformés en questions nerveuses. « Que veut-il dire par là ?» demanda Margaret Lewis, amie proche d'Emily, la voix tremblante. Je ne sais pas, balbutia Lucas Harper, le petit ami d'Emily, évitant le regard de John. Son visage blêmit à mesure que Samuel Green, le sans-abri, le fixait intensément. John Carter, les poings toujours crispés sur le cercueil, sentit sa colère bouillonner. Sa voix, rauque et autoritaire, résonna dans le silence pesant. « Qui parle de meurtrier ? Montrez-vous !» Samuel fit un pas en avant, vacillant légèrement, mais ses yeux brûlaient d'une détermination effrayante. « Je ne peux pas vous le montrer. Mais je sais qui c'est, et il est ici, parmi vous. » Les invités reculèrent instinctivement. Certains murmuraient des excuses nerveuses au père en deuil, d'autres échangeaient des regards suspicieux. Les forces de police, alertées par un employé du cimetière, commencèrent à arriver, sirènes silencieuses mais rapides. « Monsieur Green, calmez-vous. »« Qui accusez-vous exactement ?» demanda l'un des officiers, un homme trapu au visage sévère. « Je ne peux pas dire son nom, pas encore. Mais il me regarde. Il se cache derrière des visages amis. Il croit qu'il peut tromper tout le monde, mais je l'ai vu. » Sa voix se brisa, laissant filtrer une peur mêlée d'une certitude implacable. John sentit son cœur s'emballer. Il scrutait chaque invité, chaque expression, chaque mouvement. Les amis de sa fille, la famille, tous semblaient soudain porteurs d'un secret. Même Lucas, habituellement confiant et souriant, paraissait, fragile, presque coupable. « John » murmura Margaret à son oreille. « Peut-être devrions-nous attendre la police. » Mais John secoua la tête. Une rage froide s'empara de lui. Le deuil pouvait attendre. La vérité, celle qui avait coûté la vie à sa fille, devait être découverte maintenant. « Ne bougez pas » lança John d'une voix qui claqua comme un fouet. « Si quelqu'un sait quelque chose, parlez. Maintenant. » Samuel leva un doigt tremblant et le pointa vers un petit groupe de personnes, Lucas, une cousine d'Emily, et un collègue de travail. L'instant sembla suspendu, chaque seconde s'étirant en un silence insoutenable. « C'est lui, ou eux, ou peut-être les trois » murmura Samuel, les yeux rivés sur la foule. Lucas recula, tremblant, incapable de prononcer un mot. Les policiers s'approchèrent prudemment, notant chaque détail. Le vent continuait de souffler, emportant avec lui les feuilles mortes, mais rien ne pouvait emporter la tension qui emplissait l'air. John sentit une détermination nouvelle l'envahir. Peu importait que Samuel Green soit un sans-abri. Peu importait que la police doute. Quelqu'un dans cette foule avait tué Emily. Et il allait le découvrir. Même si cela signifiait pousser chacun à bout, même si cela signifiait plonger dans des secrets qu'Emily elle-même avait cachés. Samuel Green, immobile maintenant, fixa John et murmura. « Si vous voulez trouver la vérité, suivez mes indications, mais soyez prêts à ce que rien ne soit comme vous l'imaginez. » John inspira profondément. Les condoléances et les fleurs semblaient soudain dérisoires face à la mission qui venait de se dessiner. Ce jour de deuil venait de se transformer en un champ de bataille pour la vérité. Et John Carter était prêt à tout pour découvrir qui avait pris sa fille. Le ciel restait sombre, mais la pluie, hésitante, n'avait pas encore décidé de tomber. John Carter était retourné à la maison familiale, le cœur lourd et l'esprit tourmenté.
Les accusations de Samuel Green résonnaient dans son esprit, chaque mot gravé comme une lame invisible. Il ne pouvait se résoudre à attendre que la police découvre la vérité. Emily méritait mieux, il devait comprendre par lui-même. La maison semblait vide sans sa fille. Chaque pièce portait sa présence, son rire, ses dessins, ses cahiers éparpillés. John parcourut le salon, ses mains tremblantes effleurant des photos, Emily à l'université, Emily avec ses amis, Emily souriante malgré les tensions de la vie. Soudain, il remarqua un carnet posé sous le coussin du canapé, comme s'il l'attendait. C'était le journal intime d'Emily. Il l'ouvrit avec précaution, craignant ce qu'il pourrait y trouver. Les premières pages étaient remplies de réflexions sur ses cours et ses amis, mais bientôt, le ton changea. Parfois, je sens que quelqu'un m'observe. Je ne peux faire confiance à Lucas, il cache quelque chose, je le sens. J'ai peur que quelqu'un me fasse du mal, mais à qui puis-je en parler? Les mots glacèrent John. Lucas Harper, le petit ami qu'il avait toujours considéré comme respectable, apparaissait maintenant sous un jour inquiétant. John comprit que sa fille avait vécu ces derniers jours sous une tension qu'il n'avait jamais soupçonnée. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. C'était Margaret Lewis, amie d'Emily. « John, j'ai quelque chose à te dire sur Emily, murmura-t-elle, hésitante. « Parle, Margaret. Tout ce que tu sais pourrait nous aider. » Elle raconta alors ce qu'Emily lui avait confié peu de temps avant sa mort, des menaces anonymes, des dettes qu'elle avait cachées à ses parents, et une dispute récente avec un collègue de l'université, Derek Fields, un étudiant ambitieux et arrogant. Elle avait peur, John, elle sentait que quelqu'un voulait lui nuire, mais elle ne m'a pas dit qui. Chaque détail renforçait l'idée que le meurtrier connaissait Emily intimement. John se remémora la foule au cimetière, tous semblaient parfaits à l'extérieur, mais peut-être que derrière ces visages polis se cachait un tueur. Décidé à comprendre, John commença à dresser une liste, Lucas Harper, Derek Fields, et même certains amis proches qui pourraient avoir des raisons secrètes. Mais un nom continuait de le hanter, celui que Samuel Green avait refusé de prononcer. Il passa la soirée à relire le journal d'Emily, chaque mot résonnant comme un écho de sa voix disparue. Elle avait laissé des indices subtils, des impressions sur les personnes autour d'elle. John sentit une rage froide se former, il devait trouver le coupable avant que d'autres secrets ne se perdent à jamais. Alors qu'il se préparait à quitter la maison pour confronter Lucas et Derek, une ombre passa à la fenêtre. John se figea. Était-ce un passant? Ou quelqu'un qui surveillait déjà ses mouvements, conscient que le père de la victime commençait à comprendre? Le passé d'Emily, ses peurs et ses secrets, devenaient peu à peu une carte que John devait déchiffrer pour atteindre le cœur du mystère. Chaque détail comptait, chaque mensonge découvert rapprochait la vérité, mais révélait aussi à quel point Emily avait été entourée de tromperies et de dangers. Cette nuit-là, John dormit peu. Ses pensées étaient hantées par le journal, par les yeux de Samuel Green au cimetière, et par l'idée que le meurtrier se trouvait peut-être à quelques pas de lui, observant, souriant, et croyant qu'il ne le découvrirait jamais. Le lendemain matin, John Carter se leva avant l'aube, incapable de trouver le sommeil après les révélations du journal d'Emily et la conversation avec Margaret. Le ciel était encore teinté de gris, la ville enveloppée dans un brouillard léger qui semblait refléter l'incertitude et la peur. Chaque coin de la maison semblait murmurer le nom de sa fille, chaque objet rappelait ce qu'il avait perdu. John décida de commencer par Lucas Harper, le petit ami d'Emily. Il conduisit jusqu'à l'appartement de Lucas, un immeuble moderne au milieu de la ville, en essayant de maîtriser la colère et la douleur qui bouillonnaient en lui. Lorsqu'il frappa à la porte, Lucas apparut, l'air surpris et nerveux. Ses vêtements soignés contrastaient avec son visage pâle et tendu. « John, qu'est-ce que vous faites ici si tôt ?» dit Lucas, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. « Je suis ici pour parler d'Emily. Maintenant. » La voix de John était froide, tranchante. « Je veux des réponses. » Lucas recula légèrement, ses mains tremblantes. « John, je ne sais pas quoi dire. Vous savez que je l'aimais. » « Aimer ne la protège pas quand on cache des secrets, » interrompit John, la colère montant en lui. « J'ai trouvé son journal, Lucas. Et elle avait peur, peur de toi, peur de Derek Fields, peur de quelqu'un parmi ses amis. » Lucas blêmit davantage,
incapable de soutenir le regard de John. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Mais il y avait des choses que je ne pouvais pas contrôler, murmura-t-il, presque inaudible. Je ne l'ai pas tuée, John. Je te le jure. John nota chaque nuance, chaque hésitation. La peur de Lucas était réelle, mais était-ce la peur de la culpabilité ou la peur d'être découvert pour autre chose? Il décida de continuer à creuser. Après une longue conversation où Lucas révéla certaines disputes et tensions, John passa à Derek Fields, collègue et rival d'Emily. Derek était un jeune homme ambitieux, connu pour son arrogance et son besoin de contrôle. Il accueillit John avec un sourire forcé et une politesse glaciale. « Monsieur Carter, je suis désolé pour Emily. »« Mais que puis-je faire pour vous aider ?» dit Derek, les yeux fuyants. John observa chaque geste, chaque mot. Derek minimisait, évitait, essayait de paraître innocent. Mais son téléphone vibrait discrètement dans sa poche. John le remarqua. « Vous avez des messages à cacher, Derek ?» demanda John, le ton plus menaçant qu'il ne le pensait. Derek blêmit. « Non, ce ne sont que des messages de l'université, rien d'important. » John sentait que ces mots étaient faux. Il décida de noter tout ce qu'il voyait et entendait. Chaque secret révélé rapprochait John de la vérité, mais chaque révélation montrait à quel point Emily avait été entourée de mensonges et de manipulations. De retour à la maison, John relut encore le journal. Certains passages le laissèrent sans voix. Emily avait fait allusion à des rendez-vous secrets, à des lettres qu'elle ne voulait montrer à personne, et à un sentiment persistant qu'elle était surveillée. Les indices pointaient vers quelqu'un de proche, mais l'identité restait floue. Alors qu'il réfléchissait, Samuel Green apparut à sa porte, comme surgissant de nulle part, le regard toujours intense et presque hypnotique. « Vous commencez à comprendre, John, mais vous n'avez encore rien vu, » dit Samuel. « Que veux-tu dire ?» demanda John, méfiant mais intrigué. « La vérité est plus complexe que tu ne le crois. Emily n'était pas seulement en danger, elle avait découvert quelque chose qui allait la détruire si le mauvais regard tombait sur elle. Le meurtrier savait qu'elle savait. » John sentit une sueur froide parcourir son dos. Le mystère s'épaississait. Emily n'était pas une victime d'un simple acte impulsif, elle était au centre d'un jeu bien plus dangereux, et chaque personne autour d'elle cachait quelque chose. Cette nuit-là, John resta éveillé, scrutant la ville dans l'obscurité. La vérité était là, quelque part, enfouie sous les secrets, les mensonges et les peurs. Et il savait que Samuel Green serait sa seule guide pour naviguer dans cette obscurité, si seulement il pouvait lui faire confiance. Le lendemain, John Carter décida qu'il devait comprendre qui était vraiment Samuel Green. L'homme qui avait bouleversé le cimetière et révélé la présence du meurtrier n'était pas un simple sans-abri. Trop de détails, trop de certitudes. Il fallait connaître ses motivations. Samuel l'attendait, assis sur un vieux banc dans un parc désert, enveloppé dans son manteau sale. Son visage émacié et buriné par le temps était marqué par la fatigue et la détermination, et ses yeux brillaient d'une intensité presque effrayante. « Je savais que vous viendriez, » dit Samuel, sans lever les yeux. « Pourquoi moi ? Pourquoi Emily ? Et surtout, pourquoi connaissez-vous le meurtrier ? demanda John, la voix tremblante entre colère et curiosité. Samuel se leva lentement, et pour la première fois, il laissa transparaître un fragment de son passé. « Je n'ai jamais été juste un sans-abri. J'étais détective privé, autrefois. J'ai enquêté sur des affaires que personne ne voulait toucher. Des disparitions, des crimes que les riches et puissants croyaient pouvoir enterrer. Et un jour, j'ai croisé votre famille. » John le fixa, incrédule. « Ma famille ? Qu'est-ce que cela a à voir avec Emily ? » Samuel soupira, regardant ses mains calleuses. « Votre fille a été innocente d'une chose, mais elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et moi, j'ai essayé de la protéger. J'ai échoué. Mais je ne laisserai pas le meurtrier s'échapper. » John sentit un frisson parcourir son dos. « Pourquoi êtes-vous dans cet état maintenant ? Pourquoi les rues ? demanda-t-il. Samuel baissa les yeux. « Je n'ai jamais pu oublier la trahison des riches et des puissants. Une enquête a mal tourné. Une famille a payé pour la vérité. J'ai perdu mon métier, ma maison, tout. Et depuis,
je vis dans l'ombre. Mais parfois, les ombres savent ce que le monde préfère ignorer. John comprit que Samuel n'était pas fou, ni menteur, il était obsédé par la justice, même si sa vie avait sombré dans le chaos. Et cette obsession l'avait conduit à Emily. Alors vous saviez qu'elle était en danger, demanda John, la voix étranglée par la colère et l'espoir. Oui. Je l'ai suivi, j'ai observé, j'ai vu qu'il la menaçait, qu'il la manipulait, et j'ai attendu le moment pour révéler la vérité. Une pluie fine commença à tomber, éclaboussant le parc et accentuant le sentiment de mystère. Samuel continua. Vous allez devoir me faire confiance, John. Ce que je sais va vous choquer, et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Le meurtrier est plus proche que vous ne le pensez. Et chaque pas vers la vérité vous rapprochera de celui qui a détruit Emily. John sentit la gravité de la situation. Samuel Green n'était pas simplement un témoin, il était un guide dans une enquête qui allait le mener au cœur de secrets profondément enfouis, dans une spirale de trahison et de révélation. Alors par où commençons-nous ? Demanda John, déterminé. Par ce qu'Emily connaissait le mieux, répondit Samuel, ses yeux brûlant d'une intensité nouvelle. Ses amis, ses amours, ceux qui lui ont souri, et peut-être, ceux qui ont ri d'elle en secret. John inspira profondément, sentant son cœur battre à toute vitesse. Chaque nom, chaque visage allait maintenant être examiné sous le microscope de la vérité. Et il savait qu'une fois lancé dans cette traque, il ne pourrait plus revenir en arrière. La pluie de la veille avait laissé place à un ciel gris mais lumineux. John Carter et Samuel Green s'étaient rendus à l'université où Emily étudiait, déterminés à interroger ses amis et collègues. Chaque pas dans les couloirs familiers semblait résonner de souvenirs, rires étouffés, chuchotements, regards complices, et maintenant, chaque sourire devenait suspect. Ils commencèrent par Margaret Lewis, amie proche et confidente d'Emily. Margaret était pâle, nerveuse, et évitait le regard de John. « John, je ne sais pas si je devrais tout dire, » murmura-t-elle. « Margaret, chaque détail compte. »« Votre silence pourrait protéger le meurtrier, » répondit John, froid mais convaincu. Sous la pression, Margaret céda. « Emily, elle a reçu des menaces. Des messages anonymes. Quelqu'un la surveillait. Elle pensait que c'était Derek Fields, mais il y avait d'autres regards, d'autres intentions. » Chaque mot renforçait le sentiment de John. Emily était entourée d'une façade de normalité, mais sous cette surface, un réseau de mensonges et de trahisons se tissait. Ensuite, ils rencontrèrent Lydia Carter, la cousine d'Emily, réputée pour sa jalousie envers elle depuis leur enfance. Lydia parut surprise de voir Samuel à ses côtés, mais son regard rapide et fuyant trahissait son inquiétude. « Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Emily, » dit Lydia avec un sourire forcé. « Alors pourquoi avez-vous demandé à la voir seule, juste quelques jours avant sa mort ?» demanda John, les yeux étincelants de suspicion. Lydia pâlit, incapable de répondre. Samuel observa en silence, comme pour mesurer chaque micro-expression. « Elle voulait me parler, de ses projets, de ses peurs, je ne voulais pas qu'elle me reproche quelque chose, c'est tout, » finit par avouer Lydia, la voix tremblante. John commençait à voir un motif, la jalousie, les secrets, les tensions non résolues. Emily avait navigué dans un environnement où chaque sourire pouvait cacher une trahison. Puis ce fut le tour de Derek Fields. Son arrogance habituelle s'était transformée en nervosité. Il savait que John et Samuel étaient sur ses traces. « Je ne l'ai pas tué, » dit-il précipitamment, anticipant la question. « Nous ne disons pas encore que vous l'avez tué, » répondit John, posant un regard perçant. « Mais vous étiez au courant de ses peurs, de ses menaces, pourquoi ne nous avez-vous rien dit ?» Derek déglutit. « Je pensais qu'elle exagérait. Je ne savais pas que c'était si sérieux. »« Et ces lettres qu'elle a reçues ?» demanda Samuel, calmement mais avec un ton qui tranchait. « Je ne sais rien à ce sujet, » murmura Derek, mais son hésitation révélait qu'il mentait. Tout commençait à se clarifier dans l'esprit de John. Emily avait été entourée de gens proches d'elle, mais chacun cachait quelque chose. La jalousie, les secrets, les rivalités et les mensonges se mélangeaient pour créer un réseau d'ombre autour de sa fille. En quittant l'université, John regarda Samuel. « Chaque personne que nous avons interrogée cache quelque chose, mais qui est capable de tuer Emily ?»
Celui qui a le plus à perdre, ou celui qui a le plus à cacher, répondit Samuel, son regard perçant. Et souvent, le visage le plus innocent est celui qui ment le mieux. Ce soir-là, John relut encore le journal d'Emily, et un nom surgit à plusieurs reprises dans ses écrits, un ami proche, Nathaniel Brooks, un étudiant discret mais intelligent, que personne ne soupçonnait jamais. Emily semblait lui faire confiance, et pourtant, ses notes laissaient entendre qu'il savait des choses qu'il ne devait pas savoir. John comprit que le chemin vers le meurtrier serait long et dangereux. Chaque ami, chaque proche, chaque sourire pouvait cacher un indice, ou un piège. Et il savait que pour trouver la vérité, il devait aller au-delà des apparences, plonger dans les secrets les plus sombres d'Emily et de son entourage. La traque venait de commencer, et Samuel Green était le guide dans cette obscurité. Mais John sentait au fond de lui que ce qu'il allait découvrir dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'un voile d'ombre et de silence. John Carter et Samuel Green avaient quitté le confort relatif de leur foyer pour suivre les indices qui se dessinaient petit à petit. Les témoignages des amis et collègues d'Emily avaient créé une toile complexe de secrets et de mensonges. Il était temps de transformer ces fragments en pistes concrètes. Le premier indice menait à Nathaniel Brooks, l'ami discret mais toujours présent dans la vie d'Emily. Il vivait dans un appartement modeste, au dernier étage d'un immeuble ancien. John frappa à la porte, le cœur battant, tandis que Samuel observait les alentours, attentif à chaque mouvement. « Nathaniel Brooks » demanda John lorsqu'un jeune homme aux yeux sombres ouvrit la porte. « Oui, puis-je vous aider » répondit Nathaniel, visiblement surpris. Samuel, en silence, observait chaque micro-expression, chaque geste nerveux. John, lui, choisit de jouer la carte de la confrontation directe. « Nous avons besoin de parler d'Emily Carter. De ce qui lui est arrivé. » Nathaniel pâlit légèrement, ses mains tremblantes. « Emily, je ne sais rien de ce qui s'est passé. »« Ne mentez pas, » dit John, la voix froide. « Vous étiez proche d'elle. Vous savez quelque chose, et je vais le découvrir. » Samuel s'avança. « Nathaniel, vos silences ont des conséquences. Si vous cachez la vérité, vous risquez de rendre les choses bien plus difficiles pour vous. » Face à la pression, Nathaniel céda enfin. « D'accord, d'accord. Emily m'avait montré des lettres, des messages. Elle avait peur de quelqu'un, mais elle ne voulait pas en parler à ses parents. » John sentit que cette piste commençait à se préciser. Les lettres anonymes, les menaces, le sentiment d'être surveillé, tout pointait vers une personne proche d'elle. Alors qu'il quittait l'appartement de Nathaniel, Samuel murmura. « Le meurtrier croit que nous ne savons rien. Mais chaque pas que nous faisons le force à faire une erreur. Il se croit invisible, mais il commence à sentir notre présence. » Ils suivirent un autre indice, une série de messages cryptiques sur le téléphone d'Emily. Samuel les analysa, notant chaque mot, chaque ponctuation, chaque anomalie. Les messages menaient à une adresse dans une zone industrielle abandonnée, loin des regards. « C'est ici qu'il se cache, ou qu'il pense que personne ne peut le trouver, » murmura Samuel. John sentit l'adrénaline monter. La nuit, les ombres, les bâtiments en ruine, tout créait une atmosphère oppressante, parfaite pour un piège. Ils avancèrent prudemment, observant chaque fenêtre, chaque mouvement, chaque son. Soudain, un bruit derrière eux. John se retourna brusquement et aperçut une silhouette disparaître dans l'ombre. « Il sait que nous venons, » murmura Samuel. « Nous devons être prêts à tout. » À l'intérieur de l'entrepôt, ils découvrirent des indices matériels, un sac contenant des lettres menaces, des objets personnels d'Emily, et une photo ancienne montrant Emily avec une personne inconnue. Le visage était partiellement effacé, mais Samuel fronça les sourcils. « Il y a plus ici que ce que nous pensions, beaucoup plus, » dit-il. « Le meurtrier est malin. Mais nous allons le forcer à révéler son identité. » John sentit un mélange de peur et de détermination. Chaque indice rapprochait le voile de la vérité, mais aussi le danger. Quelque part dans l'ombre, le meurtrier observait, calculant ses mouvements. Et John savait que bientôt, la confrontation deviendrait inévitable. La pluie battante de la nuit précédente avait laissé place à un brouillard épais qui enveloppait la ville. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde,
transformant chaque ruelle en un labyrinthe inquiétant. John Carter et Samuel Green progressaient dans ce décor fantomatique, les indices accumulés jusque-là pesant lourdement sur leurs épaules. Leurs investigations avaient révélé que Emily menait une vie bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Entre les lettres anonymes, les messages codés et les témoignages troublés de ses amis, il apparaissait clairement qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Et quelqu'un voulait s'assurer qu'elle ne parlerait jamais. Le journal d'Emily, relu attentivement, révélait des passages qui glaçaient John. « Je sais que quelqu'un me suit. Je sens son regard même quand je suis seule. Je dois être prudente, ils ne me laisseront pas parler. » John comprit que la jeune fille avait anticipé son propre danger. Elle avait tenté de protéger ce qu'elle aimait, mais dans le processus, elle avait attiré sur elle la colère de son persécuteur. Ils décidèrent de rendre visite à Isabella Morgan, une amie d'Emily qui travaillait dans le même département universitaire. Isabella était connue pour son apparence innocente et son sourire éclatant, mais dès qu'elle aperçut John et Samuel, ses mains se mirent à trembler légèrement. « John, je ne voulais pas vous inquiéter, balbutia-t-elle. Emily vous faisait confiance. Vous savez quelque chose, Isabella? Dites-nous tout. D'accord, mais vous devez promettre que ça ne sortira pas. Elle révéla alors qu'Emily avait été impliquée dans un projet confidentiel de recherche avec des implications financières et personnelles importantes pour certains étudiants et professeurs. Elle avait découvert des irrégularités, des fraudes et des manipulations, et quelqu'un s'était rendu compte qu'elle savait trop. Elle parlait de quelqu'un qui la menaçait, quelqu'un proche, quelqu'un qui semblait être son ami, dit Isabella, la voix étranglée. Elle avait peur, et moi aussi. John sentit son cœur se serrer. Emily n'était pas simplement une victime d'un crime passionnel ou d'une dispute triviale. Elle avait été plongée dans un jeu dangereux de pouvoir et de manipulation. Plus tard dans la journée, John et Samuel se rendirent chez Derek Fields pour confronter ces incohérences. Derek, visiblement nerveux, se laissa aller sous la pression. Emily, elle savait trop sur moi, sur nous, sur ce que nous faisions derrière les apparences. Je n'ai jamais voulu qu'il arrive quelque chose. Ces mots étaient interrompus par un appel téléphonique. Derek décrocha, et son visage se figea. Samuel échangea un regard avec John, quelqu'un surveillait leurs mouvements. « Il sait que nous avançons, » murmura Samuel. Il commence à paniquer. Cette révélation fit monter l'adrénaline de John à un niveau presque insupportable. Le meurtrier n'était pas seulement proche d'Emily, il était prêt à agir pour protéger ses secrets. Et chaque pas que John faisait rapprochait le danger de lui-même. En rentrant chez lui, John relut encore les messages codés sur le téléphone d'Emily. Un détail attira son attention, un nom répété plusieurs fois, apparemment innocent, mais lié à toutes les menaces et lettres, Nathaniel Brooks. Le même ami que John avait interrogé quelques nuits plus tôt. Tout converge vers lui, murmura John, le souffle court. Peut-être, mais ce n'est jamais aussi simple, répondit Samuel. Le visage le plus innocent peut cacher le pire. Et le meurtrier sait que nous le cherchons. Il se prépare à frapper à nouveau. Cette nuit-là, John ne dormit pas. Il savait qu'il approchait du moment où le voile se lèverait complètement. Emily avait été victime de forces qu'il n'avait jamais soupçonnées, et maintenant, il devait affronter la vérité. Mais il ignorait encore à quel point la révélation serait brutale, et combien de vies seraient ébranlées par ce qu'il allait découvrir. La nuit était tombée sur la ville, et un vent glacial soufflait entre les bâtiments désertés. John Carter et Samuel Green approchaient de l'entrepôt abandonné que les indices d'Emily et les messages cryptiques avaient désigné comme le refuge du meurtrier. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant, rappelant à John la fragilité de la vie et la gravité de sa mission. « Il est là-dedans, » murmura Samuel. « Et il sait que nous venons. Soyez prêts à tout. » John inspira profondément, le cœur battant à tout rompre. Après des semaines de recherche, de révélation et de confrontation, le moment tant redouté était arrivé, il allait faire face à celui qui avait pris sa fille. L'entrepôt était plongé dans l'obscurité, seul un faible rayon de lune filtrait à travers les vitres brisées. À l'intérieur, un homme était assis à une table, les mains croisées, un sourire froid sur le visage. « John Carter ? Samuel Green, je vous attendais, dit-il d'une voix glaciale. Vous croyez vraiment que vous pouvez comprendre ce qui s'est passé ?
John serra les poings, la colère et le désespoir se mêlant dans une même tension. Assez de jeu. Pourquoi Emily? Pourquoi l'avoir tuée? L'homme se leva lentement, révélant un visage familier, Nathaniel Brooks. Son regard était dur, presque insensible, mais ses yeux trahissaient une peur qu'il s'efforçait de cacher. Emily a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, commença Nathaniel, la voix calme mais menaçante. J'avais le choix, la laisser parler, ou la faire taire. John sentit un frisson glacé parcourir son dos. Et tu as choisi de la tuer, comme ça, sans pitié, hurla-t-il. Je n'ai jamais voulu, répondit Nathaniel, sa voix vacillante. Mais vous ne comprenez pas, elle aurait détruit tout ce que j'ai construit. Ma réputation, ma carrière, ma vie. Samuel s'avança, implacable. Des excuses ne suffisent pas. Tu as pris la vie d'une jeune femme innocente. Et maintenant, tu vas répondre. Nathaniel recula, désespéré, réalisant que la vérité était enfin révélée. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, murmura-t-il. Si, répliqua John, les yeux remplis de larmes et de colère. Emily était courageuse, plus que tu ne le seras jamais. Et c'est toi qui paieras pour ton crime. L'atmosphère était électrique. Le vent s'engouffrait par les fenêtres brisées, faisant voler des papiers et ajoutant une dimension dramatique à cette confrontation finale. Nathaniel, acculé, savait que la justice était inévitable. Samuel s'approcha, prêt à intervenir si nécessaire, mais John voulait entendre toute la vérité. Elle m'a fait confiance, et j'ai trahi cette confiance, avoua Nathaniel, la voix brisée. Je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas prendre le risque qu'elle parle. Tout s'effondrait si elle disait la vérité. John inspira profondément, ressentant à la fois la douleur de la perte et la satisfaction d'avoir enfin trouvé le responsable. Tu as détruit la vie d'une innocente. Maintenant, tu vas faire face à ce que tu as fait. La sirène des policiers retentit au loin, signalant que Nathaniel allait être arrêté. Il leva les yeux, comprenant que son temps était fini. John sentit une étrange combinaison de soulagement et de vide. La vérité était là, mais rien ne ramènerait Emily. Samuel posa une main sur l'épaule de John. La justice viendra, John. Mais souviens-toi. Emily a laissé des indices, pas seulement pour la punir, mais pour que la vérité éclate. John hocha la tête, regardant Nathaniel emmené par les forces de l'ordre. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit un léger poids se lever de ses épaules. La bataille pour la vérité était terminée, mais le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Nathaniel Brooks furent à la fois un soulagement et un supplice pour John Carter. La police avait rassemblé suffisamment de preuves pour le maintenir en détention, mais le vide laissé par Emily restait immense. Chaque coin de la maison familiale semblait murmurer son nom, chaque objet rappelait son absence. Pourtant, John savait qu'il devait avancer. Il commença à organiser la vie qu'ils avaient autrefois partagée avec Emily, classant ses affaires, relisant ses lettres et ses carnets, découvrant petit à petit des aspects de sa fille qu'il n'avait jamais connus. Le journal intime, en particulier, révélait non seulement la peur qu'Emily avait ressentie, mais aussi sa force, sa détermination et son intelligence. Dans certaines pages, elle laissait des messages codés pour John, anticipant peut-être qu'il chercherait la vérité. « Papa, si jamais tu lis ceci, sache que je t'aime. Ne te laisse pas détruire par ceux qui ne voient pas le monde comme nous. La vérité est partout autour de toi, même si elle est cachée par des visages d'amis. » Ces mots bouleversèrent John. Chaque phrase était une étreinte, un rappel que sa fille avait toujours cru en lui et en sa capacité à découvrir la vérité. Un après-midi, Margaret Lewis vint lui rendre visite. Elle apportait des dossiers et des documents qu'Emily lui avait confiés avant sa mort. Ensemble, ils découvrirent que Nathaniel n'était pas seul dans ses manipulations, plusieurs collègues de l'université avaient été impliqués dans un réseau de corruption et de fraude. Emily, en enquêtant, avait découvert trop de choses trop tôt. Elle voulait protéger tout le monde, mais elle s'est exposée seule, murmura Margaret, la voix étranglée par l'émotion. Et nous devons honorer son courage en révélant la vérité, répondit John. Grâce aux indices laissés par Emily, John et Margaret contactèrent les autorités compétentes. Le réseau de fraude fut rapidement démantelé,
et plusieurs complices furent arrêtés, révélant à quel point Emily avait été au centre d'un danger bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Mais malgré la justice et les arrestations, le cœur de John restait lourd. Il prit l'habitude de passer du temps dans le parc où il avait rencontré Samuel pour la première fois, réfléchissant aux leçons que sa fille lui avait laissées, courage, lucidité, et le refus de laisser le mensonge et la peur gouverner sa vie. Samuel Green continua de l'accompagner, silencieux mais vigilant, toujours prêt à aider John à comprendre les zones d'ombre. Ensemble, ils avaient affronté la mort, la trahison et la corruption. Et maintenant, ils pouvaient enfin envisager la reconstruction. Un soir, en relisant une dernière fois le journal d'Emily, John trouva une enveloppe cachée, adressée à lui. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Papa ? Si tu lis ceci, c'est que j'ai été trop loin pour protéger la vérité. Mais ne sois pas triste. Chaque moment que nous avons partagé était réel, chaque sourire sincère. Continue à avancer. Découvre ce qui mérite d'être sauvé et laisse derrière ce qui est corrompu. Avec tout mon amour. Emily. » John sentit des larmes couler sur ses joues. Ce n'était pas seulement un adieu, mais un guide, un héritage. Emily lui avait offert la force de continuer, malgré la douleur, malgré la perte. Alors qu'il regardait le ciel étoilé, John comprit que même si la vérité avait un prix élevé, l'amour et le courage d'Emily continueraient de l'accompagner à chaque pas. Les semaines suivantes apportèrent un calme relatif, mais John Carter savait que le vide laissé par Emily ne disparaîtrait jamais. La justice avait été rendue, Nathaniel Brooks était en prison, ses complices avaient été arrêtés, et le réseau de corruption à l'université avait été démantelé. Pourtant, le véritable défi pour John était de reconstruire sa vie après la perte de sa fille. Il se rendit à la maison familiale, parcourant les pièces où chaque souvenir d'Emily semblait flotter dans l'air. Les photos, les dessins, les cahiers et le journal d'Emily formaient un héritage invisible mais puissant. John se sentait à la fois brisé et fortifié par leur présence. Samuel Green, fidèle et silencieux, l'accompagnait souvent lors de ses promenades dans la ville. Le sans-abri devenu mentor et guide avait été un allié inattendu, et John savait que leur lien dépassait désormais le simple mystère d'Emily. Un après-midi, John se rendit à l'université pour une cérémonie en hommage à sa fille. Les professeurs et les étudiants qu'il avait connus se rassemblèrent pour honorer sa mémoire et célébrer son courage. Des discours furent prononcés, racontant son intelligence, sa curiosité et sa détermination à révéler la vérité, même au péril de sa vie. Emily nous a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle, déclara Margaret Lewis, la voix tremblante mais ferme. John sentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas seulement la douleur de la perte, mais aussi la fierté. Sa fille avait marqué le monde, et sa mémoire continuerait de le guider. De retour chez lui, John prit le temps de relire une dernière fois les lettres et le journal d'Emily. Chaque mot, chaque phrase était un rappel que la vie, même dans la tragédie, pouvait offrir des leçons précieuses. Il savait que, grâce à elle, il avait découvert des forces qu'il ignorait posséder, patience, persévérance et courage face à l'injustice. Alors qu'il marchait dans le parc, sous le ciel étoilé, Samuel Green posa une main sur son épaule. « Tu as trouvé la vérité, John. Et maintenant, il est temps de reconstruire. » « Oui, » répondit John, le regard tourné vers l'horizon. « Je reconstruirai, pour elle, et pour tout ce qu'elle représentait. » Dans le silence de la nuit, John sentit un souffle de paix. Emily n'était plus là physiquement, mais son héritage vivait à travers la justice qu'elle avait inspirée, les leçons qu'elle avait laissées et l'amour indéfectible qu'elle avait semé dans la vie de son père. Pour John Carter, la perte resterait toujours douloureuse, mais la vérité et l'amour d'Emily avaient transformé sa douleur en force. Et dans chaque pas qu'il ferait désormais, il saurait qu'elle marchait à ses côtés, invisible mais éternelle, guidant chacun de ses choix vers un monde plus juste et plus lumineux.